بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager pour vous un cours de théorie de signal. Donc, ce support de cours appartient à l'Université de Tlemcen, faculté de technologie, département de génie électrique et électronique. L'enseignante, c'est bien Handouzi Wahida. Non. L'organisation du cours a été faite. Donc, le cours du théorie de signal est constitué de 12 séances, cours magistraux d'1 heure, constitués de 6 chapitres. Chapitre numéro 1, c'est généralité sur les signaux. Chapitre numéro 2, c'est l'analyse de Fourier. Chapitre numéro 3, c'est la transformée de Laplace. Chapitre numéro 4, c'est le produit de convolution. Chapitre 5, c'est la corrélation des signaux. Chapitre 6, c'est l'échantillonnage et signaux discrets. Quel est l'objectif de ce cours? C'est bien savoir analyser et modéliser les principaux signaux. Deuxièmement, acquérir les notions de base du traitement du signal et de process aléatoires. Troisièmement, appréhender les différentes approches, soit des approches fréquentielles ou bien des approches temporelles. On va voir ensemble aujourd'hui un cours, chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Dans ce chapitre, on va commencer par des généralités. Deuxièmement, la classification des signaux. Troisièmement, les signaux particuliers en théorie de signal. Côté généralité, on va commencer par définir c'est quoi un signal et un système. On va définir c'est quoi la théorie du signal. Et troisièmement, on va voir ensemble le traitement du signal. On va commencer par la définition numéro 1 concernant le signal. C'est quoi un signal? C'est une entité qui peut être sous forme de courant électrique, onde acoustique, onde lumineuse, suite de nombres engendrés par un phénomène physique et véhiculant une information, peut-être qu'une musique, parole, son, image, température. On peut avoir une deuxième définition, c'est une fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes, par exemple f en fonction de x, y, z. En général, s'il s'agit d'une fonction dont une des variables est de nature temporelle. Comme titre d'exemple de signaux, vous avez la pression acoustique, le courant, la tension électrique aussi considérés comme signaux. Vous avez le champ électromagnétique et des activités bioélectriques. Maintenant, on passe à la définition du théorie du signal. Donc, la théorie du signal, c'est la théorie sur laquelle repose le traitement du signal. Donc, le traitement du signal, c'est la discipline qui développe et étudie les techniques de traitement, d'analyse et d'interprétation des signaux afin d'en tirer le maximum d'informations. Maintenant, il faut savoir c'est quoi un système. On peut définir un système comme étant un ensemble isolé de dispositifs établissent un lien de cause à effet entre des signaux d'entrée. Par exemple, vous avez l'excitation, des commandes, des consignes, perturbations et des signaux de sortie qui peut être sous forme de réponse ou bien des mesures. Maintenant, c'est quoi le bruit?
C'est un phénomène perturbateur gênant la perception ou bien l'interprétation d'un signal. Donc, vous avez toujours un signal d'entrée qui passe à travers un système accompagné de bruit pour récupérer à la fin un signal de sortie. On peut résumer qu'un système, c'est un ensemble organisé de composants dont l'utilité, c'est la réalisation d'une ou de plusieurs tâches. Donc, vous avez des grandeurs agissant sur la tâche, ce qu'on appelle les signaux d'entrée. Des grandeurs caractérisant la tâche, c'est bien les signaux de sortie. Des approches système qui font la caractérisation de la loi entrée-sortie. Donc, si vous avez un signal d'entrée qui passe à travers un filtre, à la sortie, on va récupérer un signal filtré. Exemple, si vous avez un avion qui reçoit comme signal d'entrée les commandes, la sortie, ça sera soit position, vitesse, etc. Donc, ce domaine de traitement de signal, on peut trouver démographie, l'évolution générale, natalité, mortalité, migration, etc. Ou bien social, ou bien technologique côté formation, recherche, nouvelles technologies, des nouveaux produits, etc. Pour l'économie, vous avez l'habitat, la personne, l'alimentaire, la santé, la beauté, les loisirs et tourisme, déplacement, les médias. Côté communication et culture, les commerces et distribution, les banques et assurances. On peut trouver aussi le traitement de son signal de côté politique et international pour les systèmes politiques, religion et religiosité, les violences, les États, puissance et influence, et bien pour les matières premières. La psychologie, vous avez le rapport du corps, les rapports aux produits, les rapports aux autres, les rapports aux lieux, vous avez des plaisirs, des valeurs, etc. Côté environnement, vous avez le climat et éducation des espèces. Vous avez l'énergie, l'aménagement, vous avez l'urbanisme, le transport et déplacement. On peut résumer que les domaines d'application du théorie du signal sont innombrables. Vous avez le traitement de la parole, l'audio numérique, télécommunications, biologie et médecine, géophysique, géologie, sismique, radar et sonore. Vous avez l'aéronautique et l'automobile. Mais aussi, vous avez zoologie, ce qui concerne la surveillance de la faune sauvage, et cosmologie pour les plantes. Si on va prendre côté, par exemple, le traitement de la parole, nous avons reconnaissance de la parole, dictée vocale, nous avons la synthèse des jeux vidéo, audiovisuels, les robots, l'aide aux personnes handicapées. Nous avons la reconnaissance du locuteur. Par exemple, le domaine de l'audio, nous avons la compression, la restauration d'enregistrement, la composition assistée par ordinateur, la synthèse sonore, captation rendue audio 3 dimensions. Vous avez la recherche d'informations musicales. Domaine de télécommunication, nous avons la téléphonie mobile. On peut trouver aussi les communications optiques, les communications satellitaires. Donc, ce domaine de biologie et en médecine, vous avez l'électrocardiographie, l'électroencéphalographie, échographie ultrasonore et le écho-doppler. La microscopie, la spectroscopie et la médecine nucléaire. Donc, ce domaine de géophysique et géologie, vous avez la prédiction et le suivi des tremblements de terre, surveillance des océans, l'exploration du sous-sol, l'industrie pétrolière, l'industrie lourde. On trouve aussi l'automobile et l'aéronautique. On trouve aussi le contrôle non destructif, la surveillance des ouvrages d'art, vous avez les ponts, les immeubles, etc. En image, on peut trouver le codage,
la compression, la transmission, l'amélioration, donc super résolution, débruitage, défloutage. On peut trouver aussi la segmentation, reconnaissance, classification, détection de contours, reconnaissance de texture, imagerie 3 dimensions, l'imagerie hyperspectrale. On passe maintenant à une classification des signaux et on va commencer par une classification temporelle ou bien phénoménologique. Deuxième type de classification, c'est bien la classification morphologique. Troisième type de classification, c'est la classification fréquentielle ou bien spectrale. Et quatrième type de classification, c'est la classification énergétique. On va commencer par le premier type de classification, c'est bien ce qu'on appelle la classification temporelle ou bien phénoménologique. Nous avons les signaux certains ou bien déterministes, car leur évolution temporelle peuvent être parfaitement décrites par des modèles mathématiques. Voici dans cette figure un exemple d'un signal déterministe. Donc, toujours avec la classification temporelle ou bien phénoménologique, nous avons des signaux certains ou déterministes, ce sont des signaux périodiques. Si vous avez un signal S de t qui est périodique de période grand T, s'il satisfait la relation S de t qui est égale à S de t plus grand T, bien sûr pour tout t appartient à R. On peut trouver aussi les signaux sinusoïdaux, les signaux pseudo-aléatoires, donc vous avez les signaux aléatoires qui se répètent, les signaux périodiques composites, donc vous avez la répétition à l'infini d'un motif. Voici un exemple des signaux certains ou bien déterministes, c'est bien ce qu'on appelle les signaux périodiques. Dans le premier exemple, donc, vous avez un signal sinusoïdal, la forme S de t qui est égale à A sinus oméga t plus phi, sachant que oméga est égal à 2pi sur grand T. Deuxième figure, nous avons le signal rectangulaire. Donc, S de t égale à la somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini du signal rect de t moins kt avec k anti-naturel. Donc, S de t, c'est un signal porte ou bien ce qu'on appelle une impulsion rectangulaire. Deuxième type de signaux, ce sont les signaux certains ou bien déterministes. Nous avons des signaux qui ne sont pas périodiques. Donc, les signaux qui ne satisfassent pas la relation précédente. Donc, vous avez les signaux quasi-périodiques qui résultent de la somme de signaux sinusoïdaux. Vous avez les signaux transitoires qui ont une existence éphémère ou qui sont observés sur une durée finie. Donc, nous avons des signaux de durée limitée ou bien à support borné. Voici un exemple de signaux qui ne sont pas périodiques. Donc, vous avez dans la première figure une impulsion rectangulaire. Dans le deuxième, le signal transitoire. On passe maintenant aux signaux aléatoires ou bien probabilistes. Dans le comportement temporel, il est imprévisible et dont on ne peut pas prédire la valeur à l'instant T. Donc, nous avons que la description est basée sur leurs propriétés statiques, par exemple la moyenne, la variance, la loi de probabilité, etc. Donc, toujours avec les signaux aléatoires ou bien probabilistes, il existe deux types de signaux aléatoires. Nous avons les signaux stationnaires dont les caractéristiques statistiques sont invariantes dans le temps, les signaux non stationnaires. Ce qui concerne les signaux aléatoires stationnaires, ils sont ergodiques. S'il est identique de faire une moyenne statistique à un instant donné sur différents essais ou de faire une moyenne temporelle suffisamment longue sur un seul de ces essais.
Maintenant, on va définir c'est quoi un signal réel. Nous avons qu'un signal réel, c'est un signal représentant une grandeur physique. Sa formulation réelle, c'est une fonction réelle. C'est un mélange déterministe et aléatoire. Donc, vous avez la partie déterministe, c'est la tendance du signal. Et la partie aléatoire, c'est bien ce qu'on appelle le bruit. Maintenant, on va voir la classification des signaux. Ils sont classifiés soit en signaux déterministes ou bien aléatoires. Pour les déterministes, vous avez les périodiques et non périodiques. Pour les périodiques, vous avez les sinusoïdaux et périodiques complexes. Pour les non périodiques, vous avez presque périodiques et transitoires. Côté aléatoire, vous avez soit des signaux qui sont stationnaires ou bien non stationnaires. Pour les signaux stationnaires, vous avez que la moyenne d'ensemble et les moments statistiques supérieurs et invariante en fonction du temps. Pour ergodique, donc, vous aurez la moyenne d'ensemble est égale à la moyenne temporelle. Maintenant, pour côté non stationnaire, donc, vous avez des classes de non-stationnarité. La classification par les moments statistiques. Maintenant, on va voir un autre type de classification, c'est bien la classification morphologique. C'est quoi un signal analogique? C'est un signal à amplitude et à temps continu. Deuxième type, c'est le signal quantifié. Donc, c'est un signal à amplitude discrète et temps continu ou bien virtuel. Donc, vous voyez bien dans cette figure un signal, ce qu'on appelle un signal analogique. Dans la deuxième, c'est un signal quantifié. Maintenant, si on va parler d'un signal discret, c'est un signal à amplitude continue et à temps discret. Vous avez les valeurs du signal sont disponibles uniquement à certains instants. Maintenant, si on va parler d'un signal numérique ou bien digital, le signal à amplitude et à temps discret, c'est un signal échantillonné dont les valeurs sont codées. Vous voyez bien dans cette figure un signal échantillonné et dans la deuxième, un signal numérique. Donc, à travers l'échantillonnage du contenu en discret, la quantification de contenu en discret côté amplitude, l'échantillonnage côté temps. Donc, vous avez ainsi un numérique, quantifié, analogique et échantillon. Maintenant, on va voir un autre type de classification, c'est bien la classification énergétique. Vous avez que l'énergie d'un signal, c'est une caractéristique liée à la quantité de l'information représentée. Elle se mesure en joules. Et vous avez que l'énergie d'un signal X de T sur l'intervalle T1 et T2 avec T1 inférieur à T2. La formule pour calculer l'énergie entre T1 et T2 est égale à l'intégrale entre T1 et T2 de la valeur absolue de X de T élevé au carré. Maintenant, si on va parler d'une énergie totale, elle est donnée par la formule suivante. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T élevé au carré dt. Pour la puissance moyenne d'un signal X de T sur un intervalle T1 et T2 avec T1 inférieur à T2. Elle est mesurée en watts, donc la puissance égale 1 sur T2 moins T1, l'intégrale entre T1 et T2 de X de T élevé au carré dt. Pour la puissance moyenne totale d'un signal X de T, donc P est défini par la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de X de T élevé au carré dt. Pour la valeur efficace d'un signal X de T sur un intervalle T1 et T2, donc la valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance. Donc, est égal à la racine de 1 sur T2 moins T1, l'intégrale T1, T2 de X de T élevé au carré dt. Donc, pour la classification énergétique, les signaux sont caractérisés selon leur énergie et puissance. On peut avoir des signaux à énergie finie ou bien des signaux à énergie infinie.
Donc, les signaux à énergie finie, ils ont une puissance nulle. Comme titre d'exemple, vous avez les signaux transitoires. Pour l'énergie finie, donc la puissance, elle est finie. Vous avez comme titre d'exemple les signaux périodiques, les signaux apériodiques non transitoires et les signaux aléatoires permanents. On va voir maintenant un autre type de classification, c'est bien ce qu'on appelle la classification fréquentielle ou bien spectrale. C'est quoi le spectre d'un signal? Le spectre d'un signal, c'est sa représentation de l'amplitude, de la phase, de l'énergie ou de sa puissance en fonction de la fréquence en Hertz. Maintenant, pour définir la largeur de bande ou bien la largeur spectrale, c'est le domaine des fréquences occupées par le spectre d'un signal. On appelle largeur de bande delta F, c'est la fréquence max, moins la fréquence minimale. Vous avez différents types de signaux se distinguent. Vous avez soit des signaux à bande étroite, des signaux à large bande, des signaux de basse fréquence ou bien des signaux de haute fréquence. Donc, pour la largeur de bande, les signaux à bande étroite dont la largeur de bande est relativement petite. Et on peut trouver aussi les signaux de bande à bande large dont la largeur de bande est relativement grande, voire infinie parfois. On peut avoir aussi les signaux de basse fréquence dont la largeur de bande était centrée sur des fréquences relativement faibles. Et on peut avoir aussi les signaux de haute fréquence dont la largeur de bande est centrée sur des fréquences relativement importantes. Donc, vous voyez bien dans cette figure des signaux basse fréquence et signaux haute fréquence. On passe maintenant à la causalité. On va définir c'est quoi un signal causal. Un signal S de t est causal, c'est les nuls pour toute valeur négative de t. Donc, vous avez x de t, le signal complet. Ici, c'est la partie causale de notre signal x de t. Ici, on trouve la partie anticausale de x de t. Maintenant, c'est quoi un signal pair? Un signal réel et pair, c'est pour tout t appartient à R. Nous avons f de moins t égale à plus f de plus t. Donc, le signal pair, il présente une symétrie horizontale par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, pour un signal impair, un signal réel et impair, c'est pour t, tout t appartient à R. Nous avons f de moins t est égal à moins f de t, ou bien f de t égale à moins f de moins t. Donc, le signal impair, il présente une symétrie par rapport à l'origine. Maintenant, pour la symétrie hermitienne, une fonction f de t complexe présente une symétrie hermitienne. C'est pour tout t appartient à R, nous avons f de t est égal à f bar de moins t. Sachant que f bar de t, c'est le complexe conjugué de f de t. Sa partie réelle est paire et sa partie imaginaire, elle est impaire. Maintenant, pour le décalage, ou bien ce qu'on appelle la translation verticale, un décalage, c'est la transformation qui fait correspondre à toute fonction f de t, la fonction g de t, telle que g de t est égal à f de t plus 1. Donc, ici, vous avez une fonction g de t décalée. Maintenant, pour la fonction retardée, ou bien ce qu'on appelle la translation horizontale, la fonction g de t, c'est la fonction f de t retardée de t0, sachant que t0 doit être supérieur à 0 pour tout t appartient à R. Dans ce cas, nous avons g de t est égal à f de t moins t0. Maintenant, si nous avons t0 inférieur à 0, dans ce cas, g de t, ça sera f de t plus t0.
et T0 supérieur à 0, G de T est en avance sur F de T. Maintenant, c'est T0 supérieur à 0, donc G de T est en retard sur F de T. Maintenant, pour le changement d'échelle, ou bien ce qu'on appelle la dilatation ou bien la compression, un changement d'échelle, c'est la transformation qui fait correspondre à toute fonction f de t, la fonction g de t telle que g de t est égale à f de a de t. Ou bien g de t est égal à f de t sur a. Donc, ici, vous avez une fonction dilatée, et ici, nous avons une fonction compressée. Maintenant, toujours avec le changement d'échelle pour la dilatation ou bien la compression, si vous avez G de t égale à F de AT, A négative, ou bien c'est G de t égale à F de t sur A et A positive, on appelle ça une dilatation. Maintenant, si G de t égale à F de AT et A positive, ou bien si G de t égale à F de t sur A et A négative, c'est une compression. On passe maintenant aux signaux particuliers. Donc, on va commencer par l'impulsion, ou bien la distribution, ou bien le pic de Dirac. Vous avez que l'impulsion de Dirac, notée Dirac de t, se définit comme la distribution qui fait correspondre à toute fonction f de t continue à l'origine, sa valeur à l'origine, plus particulièrement. Donc, vous avez f de t égale à 1, f de 0 égale à 1 et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Sachant que l'aire de Dirac de t est toujours égale à l'unité. Donc, Dirac de t égale à 1 pour t égale à t0 et 0 pour t différent à t0. Deuxième signal, c'est bien ce qu'on appelle l'échelon de Heaviside, ou bien l'échelon unitaire. L'échelon de Heaviside noté échelon de t se définit comme la primitive de l'impulsion de Dirac. Donc, l'échelon de t est égal à l'intégrale de moins t de Dirac de u de u. Donc, est égal à 0 pour t négative, égal à 1 pour t supérieur ou égal à 0. Troisième type, c'est la rampe unitaire. Une rampe unitaire R de t se définit comme la primitive de l'échelon unitaire. Donc, vous avez R de t égale à t par l'échelon U de t. Sachant que la rampe est égale à 0 pour t négative et t pour t positive. Maintenant, pour l'impulsion, ou bien le signal rectangulaire, ou bien le signal porte, le signal rectangulaire noté règle de t est défini par règle de t qui est égale à l'échelon de u de t plus 1 demi moins l'échelon de t moins 1 demi, donc est égal à 1 pour t en valeur absolue inférieure à 1 demi, égal à 0 pour t en valeur absolue supérieure à 1 demi. Vous avez que la surface est égale à l'unité, donc à partir de ce signal, on peut obtenir une impulsion rectangulaire de durée grand T, d'amplitude grand A, centrée le point T égale à taux. Donc, on va noter grand A, règle de T moins taux sur la période T. On passe à notre signal, c'est bien ce qu'on appelle l'impulsion ou bien le signal triangulaire. Vous avez que le signal triangulaire noté tri de t, est défini par règle de t plus 1 moins 2 fois règle de t plus règle de t moins 1. Donc, est égal à 1 moins la valeur absolue de t pour t en valeur absolue inférieure ou égale à 1, égal à 0 pour t en valeur absolue supérieure à 1. On passe à notre signal, c'est bien le signal exponentiel. Donc, sous la forme générale, peut s'écrire x de t égale à b par exponentielle at. Sachant que b a son des paramètres réels. B est appelé amplitude mesurée, le point t égale à 0. Nous avons x de 0 égale à b. Donc, lorsque A est positif ou bien négatif, deux comportements différents peuvent être identifiés. Donc, pour A négative, exponentielle décroissante. Pour A positive, exponentielle croissante.
Nous avons aussi une autre fonction, c'est bien ce qu'on appelle la fonction gaussienne. C'est une fonction exponentielle de l'opposé du carré de l'abscisse. Elle a une forme caractéristique de courbe en cloche. Elle peut s'écrire comme suit. Donc, x de t égale à exponentielle moins p t carré. Nous avons aussi le sinus cardinal. Il noté sinus cardinal de t est défini par sinus cardinal de t est égal à sinus pt sur pt. Avec la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. On peut aussi trouver comme signal particulier la peigne de Dirac. On appelle peigne de Dirac une succession périodique d'impulsions de Dirac. T, c'est la période du peigne. Cette fonction est parfois appelée trait d'impulsion ou bien fonction d'échantillonnage. Donc, vous avez Dirac T0 de T, c'est la somme de Dirac de T moins KT0 pour K variant de moins l'infini à plus l'infini. Donc, voici d'autres types de signaux particuliers. Vous avez le signal rectangulaire périodique d'amplitude grand A, de période grand T. On peut trouver aussi les signaux triangulaires périodiques d'amplitude grand A et de période grand T. Je vous donne un petit devoir à préparer pour la prochaine séance. La première question, quelles sont les différences entre les signaux déterministes et les signaux aléatoires? Deuxième question, donnez un exemple de signaux à énergie finie et infinie. Troisième question, quelles sont les différences entre les signaux suivants? Vous avez des signaux basse fréquence et signal à bande étroite, et un signal haute fréquence et signal à large bande. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.